Un débat contradictoire d'abord pour ouvrir cet après-midi. Que veulent les associations antispécistes, les associations véganes et autres associations environnementalistes? Quels sont leurs buts et jusqu'où sont-elles prêtes à aller? Face à face entre donc Jocelyne Porcher, dont on a parlé déjà ce matin longuement, directrice de recherche à l'INRA. Bienvenue, madame, sur le plateau des Assises. Et Nicolas Marty, face à vous, membre de l'association antispéciste Agir contre la torture des animaux. Vous pouvez les applaudir et les encourager. Merci, bienvenue. Je vous en prie, mettez-vous là. Là, et mettez-vous... Alors bienvenue à vous deux. C'est vrai qu'on a voulu, durant cette séquence consacrée au bien-être du cheval, eh bien mettre effectivement une voix qu'on entend évidemment peu dans le monde équestre et pour cause, puisque Nicolas Marty va nous l'expliquer dans un instant. Ils sont opposés finalement à toute pratique du cheval, mais peut-être au-delà, et on voudrait savoir un peu quelle est la vision que vous avez. Et puis face à vous, Jocelyne Porcher, qui est une chercheuse bien connue dans le monde équestre, qui travaille depuis plusieurs années sur toutes ces thématiques de la relation entre l'homme et le cheval, notamment une relation de travail. Je vais commencer avec vous, Nicolas Marty. Vous êtes musicologue. C'est pas pour ça qu'on vous a invité, hein, même si ça doit être très intéressant. Mais vous êtes surtout végane depuis près de 10 ans. Vous êtes membre d'ACTA, vous êtes un membre actif. En 2 mots, vous pouvez nous rappeler, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est ACTA? ACTA, c'est une association antispéciste, donc c'est une association qui a tout un tas de revendications et de missions de sensibilisation du public concernant toutes les formes d'exploitation des animaux d'une manière ou d'une autre, alors que certains considéreront de l'exploitation, que d'autres considéreront peut-être moins comme ça. En tout cas, tout ce qui concerne les droits des animaux. Venons-en tout de suite au bien-être du cheval. Vous m'avez dit quand je vous ai appelé que, écoutez, la notion de bien-être du cheval, c'est bien gentil. Je vous résume, hein, vous pourrez me corriger si je me trompe, mais c'est une notion totalement inventée par les industries de la production. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, quand je parlais de ça, c'était pas seulement par rapport au bien-être du cheval, et d'ailleurs je pense que c'est pas sur ce point que Jocelyne Porcher s'opposera à moi, puisque même dans ses ouvrages, elle parle que la notion de bien-être pour les animaux, ça a été quand même beaucoup utilisé, en tout cas par le milieu de l'industrie, et notamment dans l'industrie de l'élevage pour la consommation, et c'est un terme qui renvoie plutôt à l'adaptation de l'animal à l'environnement qu'on veut lui imposer, dans lequel il va être productif, que l'inverse. Ce serait moins l'adaptation de l'environnement à ce dont aurait peut-être besoin l'animal. Le droit des animaux dont vous parlez, qu'est-ce que vous entendez par le droit des animaux ? De la même manière qu'on pourrait entendre les droits des humains. On a un droit à être libre, on a un droit à ne pas être tué, on a un droit, parfois relatif, à ne pas être exploité. Tout un tas de choses comme ça. Est-ce que les chevaux ont le droit aujourd'hui d'être libres ? Ça se discute. Quand on a tout un tas de chevaux... C'est quoi la notion de liberté pour vous, pour un cheval ? Avoir des choix, ne serait-ce que ça. Un cheval qui passe toutes ses journées dans des box qui ne sont pas ouverts, même s'il est sorti une fois par jour, parfois c'est moins que ça même, il n'a pas de choix. Il est dans son box, il attend, et puis quand il y a quelqu'un qui arrive, qui a envie de éventuellement l'utiliser, en fait, de lui monter dessus, même si c'est quelqu'un qui y tient beaucoup, même si c'est fait avec tout le respect que la personne peut concevoir pour ce cheval. Ce cheval, en attendant, tant qu'il n'y a personne pour s'occuper de lui, il est là et il ne peut rien faire d'autre qu'attendre qu'on lui donne un choix. C'est quoi la liberté totale ? Alors ça, c'est un sujet pour les bacs de philosophie et c'est pas du tout un sujet auquel je pourrais répondre. Non, mais quand vous parlez de liberté totale pour le cheval, vous dites le cheval doit être libre, il ne doit pas être contraint à vivre dans un box. Donc c'est quoi la vision que vous avez du cheval libre ? Au strict minimum, ce serait un peu ce qui a été présenté ce matin avec le concept des écuries actives. Ou des écuries qui peuvent être sur ce mode-là, c'est-à-dire un cheval qui peut être au pré, qui a le choix d'aller s'isoler ou d'être avec un groupe, qui puisse en fait s'exprimer à l'intérieur d'une communauté de cheval, qui ait le choix de faire ses amitiés, ses inimités, qui ait des choix vraiment avec une communauté qui ait des choix, qui ait des choix, qui ait des choix. C'est toujours ça. Toujours donc c'est un cheval qui vit avec des chevaux. C'est un cheval qui vit avec des chevaux.
Alors, Si- en tout si cas, je c'est vous un comprends cheval bien. qui peut vivre avec des chevaux, puisque les chevaux sont des animaux grégaires. De Et, base. et l'exploitation par l'homme du cheval, dans toutes ses composantes, vous en pensez quoi? Dès qu'il y a exploitation, pour moi, il y aura un problème. Et la difficulté, c'est de savoir exactement où s'arrêter. Mais aujourd'hui, on n'en est pas du tout à ça. Aujourd'hui, on en est plutôt à une situation où la plupart des chevaux de course vont quand même finir à l'abattoir. Énormément de chevaux de On va course vous passer vont la parole, finir vous à inquiétez l'abattoir. pas. Le public aura la parole après. N'hésitez pas à me contredire, n'hésitez pas. Je suis là pour ça aussi. Et je sais que la salle est loin d'être acquise. Quand beaucoup de spécialistes vous disent que la relation entre l'homme et le cheval existe depuis la nuit des temps, qu'est-ce que vous répondez? Il y a beaucoup de choses qui existent depuis la nuit des temps et c'est absolument pas un argument pour continuer quoi que ce soit. Les meurtres existent depuis la nuit des temps. Je ne dis pas que la relation avec le cheval est un meurtre. Je dis juste que l'argument de l'appel à l'ancienneté ne vaut absolument rien. Pour vous, il n'y a pas une relation qui s'est construite au fil du temps et qui peut bien se passer entre ces deux êtres vivants? Ah si, évidemment. Mais comme ça peut bien se passer avec d'autres animaux, même avec des animaux sauvages éventuellement. La difficulté, c'est où est la ligne de l'exploitation là-dedans? Une dernière question, puis je passerai la parole et puis après je ferai réagir la salle. Il y a de nombreux vétérinaires qui expliquent que non seulement faire travailler l'animal n'est pas mauvais en soi, mais c'est même bon pour l'animal. Est-ce que vous contestez cette vision? J'aimerais bien voir leur publication et sur quoi elle s'appuie en fait. J'ai cherché quand même un moment. Il faut savoir, il y a très peu d'associations antispécistes qui parlent des chevaux. J'entendais tout à l'heure des gens qui avaient l'air d'avoir peur des associations animalistes parce qu'il y aurait une mauvaise image comme ça. Parmi les associations antispécistes, L214 a parlé une fois des chevaux, justement à propos des chevaux envoyés à l'abattoir en fin de carrière et parfois jeunes. ACTA a commencé à parler des chevaux parce qu'on a fait des recherches en préparant une manifestation devant Zingaro. À part ça, dans les associations antispécistes, le thème du cheval est très peu récurrent. Et ça s'explique assez facilement, tout simplement parce qu'il y a des gros débats là-dessus, comme sur le reste des sujets, au sein des milieux antispécistes. C'est quand même ça, peut-être, que j'ai à dire qui est le plus important aujourd'hui de retenir. C'est que le milieu antispéciste, c'est pas un dogme où tout le monde est absolument d'accord avec un truc qu'on lit avec une Bible comme ça, et où on adhère ou alors on se casse. C'est des débats tout le temps. Inscrivez-vous sur des groupes qui s'appellent vegan ou autres, qui s'appellent antispécistes sur les réseaux sociaux. Lisez un peu les forums. Vous verrez, c'est tout le temps des débats, notamment sur les chevaux, parce que même parmi les véganes, parmi des fois des végétariens comme ça, les antispécistes, il y a des gens qui montent à cheval. Il y a des gens, même parfois, qui peuvent faire des courses. Donc évidemment, ça fait débat. Quand on vous dit que derrière, il y a une filière, qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois, est-ce que vous y pensez dans les débats que vous avez avec les membres de votre association ou d'autres? Comme on y pense quand on parle de ce qui concerne l'élevage, comme on y pense quand on parle de la corrida, comme on y pense quand on parle de tout, en fait. On n'est pas en train de dire, demain, on ferme la filière, les gens ils vont tous au chômage. C'est quand même un peu ce qu'on entend. Ah, c'est la caricature qu'on entend. La semaine dernière, sur un blog, une journaliste qui m'avait interviewé a publié une interview de moi où on a l'impression que je suis complètement d'accord avec ça. Où elle dit c'est des milliers d'emplois qui vont être perdus, et elle me fait dire ah oui, c'est une utopie, mais on y arrivera dans 50 ans. Non, je peux vous garantir, je suis au chômage malheureusement depuis 1 an après avoir fini ma thèse. Le chômage, c'est pas drôle, c'est pas ce que je souhaite à qui que ce soit. Donc l'idée, c'est de trouver des moyens de reconversion, de trouver des moyens de changer les rapports avec les chevaux pour continuer éventuellement d'avoir des rapports, mais meilleurs, mais autrement, mais en les exploitant le moins possible, en leur laissant le plus de choix possible. Jocelyne Porcher, vous êtes donc, je le disais, directrice de recherche à l'INRA. Vous êtes spécialiste en France de la relation homme-animal d'élevage. Vous avez été d'ailleurs éleveuse dans les années 80. Je crois que vous avez élevé des brebis. Hein, c'est bien ça. Et puis après, vous êtes lancée dans la recherche scientifique. Quand vous entendez Nicolas Marty, d'abord une question toute simple. Quelle est votre réaction? Là, à l'entendre tout de suite, en fait, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos relations de travail avec les animaux. Et ce à quoi il faut arriver, c'est à des relations équitables, équilibrées, qui rendent les chevaux heureux, qui nous rendent heureux. Alors je crois que le point de dissension entre nous, c'est plutôt la question du travail. C'est-à-dire que pour Nicolas Marty,
il me répondra, mais j'ai l'impression qu'il pense que toute relation de travail envoie l'exploitation, envoie de l'exploitation, de la contrainte, etc. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que c'est que travailler avec les animaux? Voilà, ça veut dire quoi travailler? Et là, tout de suite, je répondrai que travailler, c'est pas seulement la contrainte, c'est pas seulement les outils de la contrainte, c'est un engagement, pour les humains comme pour les animaux, c'est un engagement de la subjectivité, voilà, tendu vers un objectif. Et donc, en fait, ça intéresse les chevaux de gagner une course, ça intéresse les chevaux de travailler, ça intéresse tous les animaux d'ailleurs. Le problème, c'est dans quelles conditions on travaille ensemble, et les humains et les animaux. Donc, c'est pas seulement d'ailleurs effectivement la question de l'exploitation des animaux, c'est aussi celle des humains, parce qu'on travaille avec des animaux. Moi, j'ai travaillé, vous savez rappelé que j'étais éleveur, j'ai aussi travaillé dans les porcheries industrielles, et c'est là d'ailleurs que j'ai bien compris que l'exploitation des animaux, c'était aussi une exploitation des humains. Donc il faut sortir de l'exploitation, effectivement. Mais moi, ce que je lui réponds, c'est que c'est en travaillant ensemble qu'on va sortir de l'exploitation. C'est en travaillant à vivre et travailler autrement. Voilà, c'est pas en rompant nos liens qu'on va améliorer les choses, puisque effectivement... et on l'a entendu ce matin, il y a une relation tellement fusionnelle, tellement osmotique avec les animaux, avec les chevaux, mais aussi avec tous les animaux domestiques, qu'on se priverait d'une part de notre humanité en se privant des animaux. Donc l'objectif, c'est pas de rompre 10 000 ans de domestication et je sais pas 6 000 ans avec les chevaux, c'est de changer nos relations, de sortir d'une relation instrumentale, violente, et moi je dirais virile, parce que là, la question de la virilité avec les chevaux, elle se pose vraiment, sortir d'une relation de virilité, pour construire des liens, voilà, fondés sur la négociation, alors évidemment, ça peut paraître utopique dans notre société, notamment parce qu'on est dans un système économique capitaliste où l'argent, c'est le maître mot de tout ce qu'on fait. Voilà, mais on peut essayer de penser autrement notre relation aux animaux, peut-être comme un autre projet de société. Est-ce que scientifiquement, on arrive à montrer qu'une relation peut être harmonieuse entre l'homme et le cheval ? Je ne sais pas si vous avez entendu Nicolas Blondeau ce matin. Voilà, on voit très bien qu'est-ce que ça peut être de construire les conditions de la confiance dans la relation, et puis après, effectivement, finalement d'amener les animaux à travailler avec nous, avec l'envie de travailler avec nous, parce que le travail, c'est ce petit tiret, là, quand on dit humain-animal, c'est ça le petit tiret, c'est le travail. Travailler, c'est faire des choses ensemble, construire une vie ensemble, alors avec... des objectifs finalisés, des objectifs de production de biens ou de services, et puis avec tout ce qu'on entend ce matin et tout ce qu'on voit d'ailleurs dans les images, tout ce qui fait qu'on a, ce dont parlait Nicolas Blondeau, un corps à corps avec les animaux, voilà, une osmose qui fait que ce projet animaliste, abolitionniste, vegan, puisque le véganisme, ça consiste quand même à sortir les animaux de nos vies, c'est un projet cruel. Voilà, c'est un projet cruel parce que il est comme une amputation de notre humanité. Et justement, à propos de ce que vous venez de dire, est-ce que, comme le suggère Nicolas Marty, est-ce que le cheval peut vivre en liberté totale ou quasi totale dans les champs ? C'est-à-dire, quand dans l'équipe que j'anime, l'Animal Lab, on a travaillé différentes espèces, avec des chevaux y compris. C'est justement la domestication, comme on s'est rencontrés. Domestiquer, c'est effectivement, comme disait Vanina de ce matin, on a domestiqué les animaux, ils nous ont domestiqués. Donc on a construit cette relation ensemble par le travail. Et donc être avec des animaux et rien leur demander de plus que ce que leur offrirait une vie en dehors de nous, ça n'a aucun intérêt. Si ils vivent avec nous, pour qu'on fasse des choses ensemble, on élève les animaux, on les élève. Élever, c'est ça que ça veut dire, c'est vers le haut, tirer vers le haut. Et là où il faut sortir, c'est effectivement de l'exploitation qui tire vers le bas depuis 150 ans d'industrialisation, de relations aux animaux, d'instrumentalisation et de... ce que je disais, de mise en avant de rapports virils, notamment avec les chevaux. Nicolas Marty, vous vouliez réagir ? Je vous ai levé les yeux au ciel quand Jocelyne Porcher expliquait que vous vouliez éloigner l'animal de l'homme. Je disais non, surtout, je me suis permis à ce moment-là de juste dire un non pour bien recadrer ça. Le but du véganisme, le but de l'antispécisme, quels que soient les courants, c'est jamais de rompre les liens entre les humains et les animaux. Il y aura peut-être dans le lot des philosophes antispécistes. Parmi tous les courants de philosophie antispéciste qu'il y en aura certains peut-être qui vont aller dans ce sens. Il y en a qui vont aussi dans d'autres sens. Je ne connais pas tout dans le lot.
Le but, c'est pas de rompre les liens. Le gros problème qu'il y a là, c'est qu'il y a quand même une confusion, comme si les deux seules possibilités, c'était soit on les élève, on les fait travailler avec nous, puisque c'est quand même nous qui décidons de tout ce qu'ils vont faire. Eux, concrètement, n'ont pas grand-chose comme choix là-dedans. Est-ce qu'ils vont être coureurs? Est-ce qu'ils vont tirer dans les champs, etc. C'est pas eux du tout qui choisissent ça. Donc entre ça et aucun lien, il y a quand même toute une variété de choses à décrire au milieu. Et que j'ai l'impression que vous ne décrivez pas, alors que vous les connaissez forcément, vous y avez forcément réfléchi. Zoopolis, que vous descendez en flèche dans Cause animale, cause du capital, ils posent des questions là-dessus, ils donnent des pistes de réflexion. Ils n'ont pas réfléchi jusqu'aux réponses, mais c'est des questions qui doivent être posées. Ces possibilités d'interaction-là avec les animaux, elles existent. Alors, lesquelles elles sont? Aux antispécistes d'y réfléchir aussi, à la filière équine d'y réfléchir en ce qui concerne les chevaux aussi. Est-ce que c'est possible d'avoir ces interactions-là avec les chevaux sans leur monter dessus éventuellement, sans les faire courir, Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre chose en fait? Mais c'est justement, c'est bien ça pour ça que c'est bien la question du travail qui nous sépare, c'est que c'est le travail qui fait qu'on fait des choses ensemble. C'est ça, travailler, c'est faire des choses ensemble. Moi, j'anime une équipe avec des étudiants. Qu'est-ce qu'on fait ensemble? On travaille, on fait des projets, on est ensemble, on a des relations amicales. Voilà, c'est ça, travailler, c'est vivre ensemble. La première rationalité du travail, c'est pas moi qui le dis, même si moi j'ai rapatrié ces questions sur les relations aux animaux domestiques, la première des rationalités du travail, c'est vivre ensemble. Donc des interactions, mais le travail, c'est pas des interactions, c'est une relation d'amour, comme on l'a vu avec Nicolas Blondeau. C'est énorme ce qu'on vit avec les animaux. Donc ce que vous voulez réduire, c'est cette question du travail qui fait le lien. Donc en détruisant le travail, en disant le travail, c'est forcément de l'exploitation, on peut avoir d'autres interactions. Zoopolis, oui, c'est vrai, je l'ai descendu, mais parce que c'est un livre nul, c'est tout sur la question des animaux domestiques, c'est nul. Il faut le dire et le redire, c'est des gens qui ne savent pas de quoi il est question. J'invite quand même les gens à le lire pour... Non, c'est-à-dire, on peut le lire. Moi, j'encourage à le lire moi, j'encourage à le lire, notamment la partie animaux domestiques, pour voir à quel point l'ignorance de la relation aux animaux est conduite à écrire des âneries, sans insulter les ânes. Et donc, c'est le travail qu'il faut changer. Et on est d'accord. Moi, ce que je regrette, mais alors je regrette profondément parce que je pense, moi, je suis sincère, vous êtes sincère. On pourrait faire des choses ensemble pour les animaux, pour changer le travail avec les animaux. Au lieu que vous perdiez votre temps à imaginer des trucs qui n'ont ni queue ni tête et qui vont conduire à la disparition des animaux domestiques. Ce que je décris dans mon dernier livre, La cause animale, cause du capital. C'est au lieu d'être ensemble pour changer les relations des animaux, changer l'élevage, porter quelque chose de positif pour les animaux, toute cette énergie est perdue par L214, par votre association et par d'autres, en déni en fait de ce qui fait le lien depuis 10 000 ans et dont vous ignorez la portée parce que vous ne travaillez pas avec des animaux. Je pense que moi, je vous encourage à aller avec des gens qui travaillent avec les animaux pour voir qu'est-ce que c'est que cette relation, pour aller chez Nicolas Blondeau, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'éduquer un animal, que lui apprendre qu'est-ce que c'est qu'un humain et puis créer cette relation de confiance qui Je rebondis. Est-ce que vous, justement, vous allez voir des spécialistes, des gens qui, comme le soulignait Jocelyne Porcher, est-ce que vous allez voir les spécialistes? Est-ce que vous les interrogez? Est-ce que vous essayez de comprendre leur travail, la relation qu'ils ont avec l'animal, toute la bienveillance qu'ils ont aussi pour la plupart d'entre eux, qu'ils ont avec l'animal? Ou est-ce que vous êtes juste dans une sorte de contestation? Voilà, je me fais l'avocat de... Non, en même temps, c'est facile de mal comprendre. J'allais inviter les gens à aller sur le site d'ACTA pour voir ce qu'on a fait, notamment cette année, en mettant à jour ce qui concerne les cirques, ce qui concerne les chevaux, ce qui concerne l'expérimentation animale. Vous le verrez notamment pour les cirques. Pour les chevaux, c'est un sujet qui est nouveau pour l'association, donc on n'a pas vraiment eu l'occasion, mais là, je ne me doute pas qu'il y aura plein de contacts qui s'en suivront. Pour les cirques, vous regardez, on a rencontré les circassiens, on a discuté avec eux sur les réseaux sociaux aussi. Je suis allé voir toutes les sources dont ils parlaient pour justifier qu'ils utilisent des animaux sauvages, puisque actuellement, nationalement, c'est une campagne contre les animaux sauvages utilisés dans les cirques. On est allé les voir. Et puis les références qu'ils donnent ensuite, je suis allé les voir. C'est des références qui ne valent rien.
des gens qui vont parler d'expériences qui ont été faites par un chercheur allemand comme ça. Je vais voir les recherches de ce chercheur qui a mesuré la salive de 2 éléphants et de 3 lions et qui se permet de dire « Oh, c'est bon, il n'y a aucun problème avec ce qui se passe dans les cirques ». À partir de là, on peut se dire déjà il y a quand même une mauvaise foi. Et je ne dis pas que du côté des véganes, il n'y a jamais de mauvaise foi, parce qu'il y en a aussi. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'ignorance des deux côtés aussi, il peut y en avoir. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a actuellement dans le milieu antispéciste un projet qui vient de se monter, qui est le projet Méduse, qui est un projet justement qui est axé sur la bienveillance, qui est axé sur une méthode de recherche, une méthode d'acquisition des connaissances, une méthode de contact avec le public, quelque chose qui soit le plus fiable possible en fait, et qui n'aille pas chercher plus loin que ce qu'on peut voir, que ce qu'on peut constater, qui n'aille pas philosopher non plus, parce que c'est aussi ça que je vois avec la notion de travail dans vos ouvrages, puisque du coup, ça m'a donné l'occasion de lire vos ouvrages, d'être invité ici. La notion de travail, en fait, vous la redéfinissez par rapport à ce qu'on parle, par rapport au mot travail qu'on utilise de manière courante. Et donc déjà, ça fait avancer sur un terrain un peu étrange, puisqu'on parle de quelque chose qu'on connaît au quotidien, mais en même temps qui n'a pas le même sens. Donc c'est de la philosophie, c'est intéressant, ça peut apporter plein d'éclairage. Ça fait quand même que, vu que vous changez d'acception selon les lignes et selon les chapitres, ça permet de faire passer des arguments qui ne passeraient pas autrement. Mais je pense que je ne change pas du tout d'acception. L'acception du travail qu'on a dans l'équipe, c'est l'acception de la psychologie du travail. Hein. C'est pas du tout fluctuant. On part d'une définition du travail qui est que le travail a différentes rationalités, que travailler, c'est produire, c'est vivre ensemble, c'est se construire. Et ça, c'est une définition de la psychologie du travail. C'est un concept. Il n'est pas fluctuant dans nos recherches. C'est celui qu'on a depuis le début. Dans vos ouvrages, il n'y en a pas d'autres d'ailleurs. Il n'y a hein. pas d'autre concept de travail que celui-là. Hein. C'est travailler, c'est différentes rationalités. Il y a l'acception courante. Mais c'est une notion dans ce cas-là, c'est pas un concept. Nous, on fait de la recherche scientifique, on part sur un concept, pas sur une notion. Oui, mais quand cette notion a une acception courante qui existe et que la plupart des gens vont lire de cette manière-là, il y a aussi des précautions à prendre. Et la seule fois que j'ai vu dans vos livres défini la notion de travail, c'était quand même en plein milieu d'un livre qui n'est pas votre thèse, donc qui n'était pas le premier sur la question. C'est pas le problème, ce sont des détails. Ce que je voudrais dire, par contre, c'est moi aussi je déplore qu'on ne puisse pas communiquer plus, mais c'est surtout, vous déplorez ça en mentionnant votre livre « Cause animale, cause du capital », qui est un livre qui est d'un bout à l'autre à charge de L214 en particulier, des véganes en général, et en faisant des hommes de paille à tour de bras. Les véganes soutiennent la viande in vitro. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur un forum vegan ou sur un groupe vegan. Dès qu'il y a la mention de la viande in vitro, tout le monde commence à se battre. Bon, ça c'est un autre c'est un autre sujet. C'est un autre sujet qui nous emmène sur d'autres sentiers. Oui, il faut d'abord faire des enquêtes comme vous avez fait pour les éleveurs. Allez, on va prendre quelques questions et réactions dans la salle. Ah oui, alors là je vois quelques mains qui se lèvent. Donc on va mettre un petit peu de lumière s'il vous plaît, voilà. Et pour le meilleure visibilité, mettez-vous plutôt en bas de la salle. Mesdames et messieurs les hôtes et hôtesses. Oui, monsieur, levez-vous. Alors par contre, ce que je vous demanderai, comme vous êtes très nombreux, soit c'est une réaction mais courte, soit c'est une question courte également. Parce qu'autrement, je ne veux pas de monopole de la parole. Okay, d'accord. Je vais essayer de faire court, d'autant plus que j'ai un problème d'extraction ça m'arrange. De voix. Donc, merci. On va faire au plus simple. Donc c'est simplement pour aller au bout du véganisme qui est à l'ordre du jour aujourd'hui et qui, de toute évidence, s'inscrit dans une réflexion écologique d'une façon générale. Non. Ah bon? Ben, de toute façon, on est quand même dans un environnement où on est très préoccupé par l'écologie et Dieu merci. Alors, si on fait un petit peu d'écologie, d'abord, c'est une science et non pas une idéologie politique. Et c'est une belle science, celle qui s'occupe de la relation des différentes espèces animales ou végétales entre elles. Et quand on fait de l'écologie, la première chose que l'on apprend, c'est que toutes les espèces, qu'elles soient végétales ou animales, sont utiles, chacune d'entre elles, qu'à une condition, c'est d'avoir un bon équilibre entre les différentes espèces. Il ne faut pas qu'une espèce prenne le dessus sur une autre, il faut qu'il y ait une régulation. Et tout ce qu'on appelle la nature est basé sur la régulation. C'est la raison pour laquelle il y a des carnivores. L'homme en fait partie puisqu'il est omnivore, donc il est passagèrement carnivore, de façon à ce qu'à travers la chasse ou la prédation, on ait un système de régulation. Et quand on vit à la campagne, on doit savoir tuer un animal, on doit savoir couper un arbre
pour le replanter. On doit savoir récolter. On doit savoir cultiver. Donc, si on suit votre thèse, aucune prédation d'animal, qu'est-ce qu'on va devenir dans quelques dizaines d'années, même pas quelques dizaines d'années, dans quelques mois, on va être envahi par les rats, les sangliers, et les chevaux. Non mais pour revenir aux chevaux, si on les abandonne, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont errer dans la campagne, ils vont devenir malheureux, parce que pire que la mort, c'est la déshérence et le désintérêt qu'on peut avoir pour des animaux. Voilà. Alors, une réaction mais courte. Une réaction courte. Je vais redire la même chose que j'ai dit tout à l'heure. Tout simplement, il y a quand même tout un monde entre faire des courses aux chevaux, éventuellement les envoyer à l'abattoir, éventuellement les retransformer, leur faire de la corrida, les faire traîner les cadavres de taureaux là-bas dans la corrida, et les lâcher dans la nature, à ne rien faire, à ne jamais s'en occuper, à ne jamais les voir, à ne pas les regarder. Il y a tout un monde entre ça. Ce qu'il faut, c'est juste de l'imagination un peu pour le voir. Est-ce que vous pensez, toujours dans cette veine-là, qu'il faille arrêter de monter à cheval ? Alors, j'ai envie de dire en première, de manière très courte, ce que je pense, ça n'a absolument aucune pertinence. Je ne suis pas le messager de tous les antispécistes. Il y en a qui ne pensent pas ça, il y en a qui pensent. Je ne suis pas là pour parler de moi. Ce que je peux dire quand je dis vous, c'est pas vous en tant que Nicolas Marty, mais c'est vous en tant que représentant d'une association ACTA qui a pignon sur rue et qui tous les jours manifeste de près ou de loin auprès des professionnels du monde équestre. C'est une association minuscule qui agit à Bordeaux et dans la métropole bordelaise. Pignon sur rue, c'est un très grand mot quand on voit qu'on n'a quasiment aucun retour média. Sur le fait de monter à cheval. Pour ça, alors là, on va pas mettre le débat sur la couverture des milieux véganes dans les médias français. Mais je parle pas des milieux véganes, c'est pour ça que je précise. Allez-y, répondez alors à la question. Sur monter à cheval. Concrètement, si vous connaissez d'autres études là-dessus, n'hésitez pas, envoyez-moi. Vous cherchez le site d'Acta Gironde, vous allez trouver l'adresse mail. Les quelques études qui vont mesurer dans les centres équestres, on voit qu'il y a 2/3, 3/4 des chevaux qui ont des problèmes sévères de dos. Ça ne veut pas dire que c'est dans tous les centres équestres, ça ne veut pas dire que c'est toutes les pratiques. Si vous connaissez des études qui ont vérifié selon les pratiques pour que ça ne puisse pas faire mal au dos des chevaux, il n'y a aucun problème. Par contre, ce que ça veut dire, et globalement c'est les centres équestres pour débutants, ce que ça veut dire c'est que l'apprentissage de l'équitation, l'apprentissage de monter à cheval peut être dangereux pour les dos des chevaux. Prouvez-moi que c'est possible de le faire sans aucun danger pour le dos des chevaux, avec des débutants, avec des gens qui ne l'ont jamais fait. Et là je dirais, peut-être, à voir ensuite les conditions d'hébergement et le reste, mais là on pourra discuter d'autre chose. Allez, une question. Oui, madame. Oui, monsieur, si vous permettez, Martine Léguy-Ballois, je suis députée, très impliquée dans la filière équine, puisque je suis présidente pour l'Assemblée nationale de cette filière, et très impliquée aussi dans le bien-être animal. Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait donner la possibilité aux chevaux de choisir. Pour pouvoir choisir, il faut avoir une forme de communication. Dans ce cadre, je vous inviterai à lire ce que peut écrire Jean-François Pignon. Jean-François Pignon, quand il parle de communication avec les chevaux, il dit quelque chose qui est absolument très réel, c'est qu'un homme, quand il se porte bien, va être 100 kilos, des fois c'est 50. Un cheval, c'est entre 400 et 600 kilos. La règle de communication avec les chevaux et entre les chevaux, puisque antispéciste veut dire qu'effectivement on adopte la communication de l'espèce avec qui, pas d'espèce selon vous, avec qui on travaille ou communique, c'est quand même d'adopter ça au mode de communication. Le mode de communication des chevaux, c'est dominant-dominé. Il se trouve que dans ma carrière, j'ai eu à voir des gens qui avaient complètement oublié ce principe qu'un cheval peut faire 400 à 600 kilos et qu'on ne peut pas tout le temps lui donner le choix, qu'il faut le dresser. J'entends bien ce que vous dites, il faut le dresser avec habileté, mais ceci étant, il faut le dresser. Comment voyez-vous les choses pour qu'on continue à pouvoir communiquer avec les chevaux, faire des choses avec les chevaux, si on ne crée pas ce rapport qui est indispensable? Allez, une courte réponse et puis on en restera là malheureusement parce que... Si je peux répondre à celle qui est marquée là, ce serait génial. Mais déjà sur la réponse ici, vous partez du choix et puis vous dites que forcément pour que les chevaux puissent faire des choix, il faut qu'on puisse communiquer avec eux. Alors, des chevaux qui sont libres, on n'a pas besoin de communiquer avec eux pour qu'ils fassent leur choix. À partir de là, ils peuvent faire leurs choix qui sont leurs choix. Ensuite, on peut éventuellement essayer de communiquer avec eux. Et il y a plein d'essais là-dessus, il y a plein de choses à développer là-dessus.
Une des difficultés qu'il y a, parce qu'on va souvent parler justement de l'équitation éthologique et tout ça, parfois en appelant ça éthologie, c'est qu'il y a une grosse confusion là-dessus. C'est-à-dire que l'éthologie, c'est une discipline scientifique, l'équitation éthologique. Sur tous les sites qu'on m'a envoyés quand on a commencé ACTA à en parler, il y avait des fois des gens qui avaient l'air compétents, qui avaient des formations en éthologie. Le plus souvent, il y avait plus de chargés de marketing que de compétences en éthologie. Oui, allez, un mot de conclusion, Jocelyne Porcher. Non, je voudrais juste dire que, pour revenir à la question du travail, que pour qu'un animal s'engage dans le travail, il s'engage dans un cadre avec effectivement des règles. C'est-à-dire que c'est pas... on n'est pas comme ça dans le travail au hasard, quoi. L'animal, il apprend. Et après, il doit respecter des règles. Et c'est vrai que la communication et le fait de pouvoir se comprendre, évidemment, c'est central, quoi. Moi, je pense qu'il faut vraiment revenir au fait que c'est un cheval, c'est un animal domestique. Son identité, elle est construite dans la relation avec l'humain. Donc c'est vrai que quand vous le coupez de la relation avec l'humain, il est plus domestique, c'est un animal sauvage, mais s'il est avec nous, il est dans le travail et c'est les conditions de nos vies en commun à quoi il faut réfléchir. C'est pas... c'est par rapport à la question de la liberté, etc. Oui. Du coup, ça serait en partie quand même, c'était sur ça que je voulais finir. Les points communs qui pourraient constituer des axes de travail communs entre, j'imagine, vous et Jocelyne Porcher. Jocelyne Porcher, les antispécistes et la filière équine. Oui. Sur quoi est-ce qu'on est d'accord? Parce que là, finalement, toutes les questions se concentrent sur les aspects sur lesquels on n'est pas d'accord, sur les aspects qui posent le plus de questions. Mais j'imagine que les fermes à sang, si vous avez vu en quoi ça consiste, personne ici n'est d'accord avec ça. Des juments qui se font drainer leur sang entre la 4e et la 14e semaine de grossesse pour sortir une hormone qui est utilisée ici pour programmer les naissances de porcs et de moutons et de brebis. C'est aberrant. C'est des chevaux qui sont exploités pour ça. On est probablement tous d'accord pour interdire ça. Il y a peut-être quelque chose à faire là. L'hypophagie, j'imagine que c'est partagé, mais il doit y avoir, je pense, une majorité des gens ici qui seraient peut-être contre l'hypophagie. La corrida, j'imagine que ce sera peut-être encore plus partagé, mais il y aura peut-être encore une majorité des gens ici qui sont contre la corrida. Il y a peut-être des choses à faire, et en fait, c'est surtout que, plutôt que les associations antispécistes, et le peu qui parlent des chevaux, justement, comme ACTA, qui est, comme je vous dis, une petite association, on est tous bénévoles. J'ai juste de la chance d'être au chômage pour pouvoir m'investir un peu plus cette année. Finalement, la filière équine a beaucoup plus de poids là-dessus pour pouvoir faire avancer la législation, pour pouvoir faire interdire les pratiques que vous jugez déjà problématiques, bien qu'ici on entende plus parler de la manière dont ça évolue vers. On n'est pas en train de dire interdire pour demain, on est en train de dire d'ici 2025, d'ici 2030, on interdit telle pratique. Et ça laisse le temps aux professionnels, on les fait accompagner pour qu'ils puissent se reconvertir, pour que les animaux puissent avoir une autre vie, puissent aller ailleurs, puissent évoluer dans ce sens-là. Non, je voudrais juste conclure sur le fait que ces axes de travail communs, il faut que d'un côté il y ait une avancée, mais de l'autre aussi. Et moi je vous réencourage à aller travailler avec des gens qui travaillent bien avec les animaux pour que vous compreniez ce corps à corps, cet investissement, ce partage affectif, toute cette sensorialité de la relation animale que vous ne pouvez pas avoir dans les livres, que vous ne pouvez pas avoir en allant visiter des éleveurs. C'est votre corps qui doit être investi avec l'animal pour pouvoir comprendre ce que c'est que travailler avec les animaux. Et là, vous pourrez, effectivement, on pourra avoir des axes communs, on pourra réfléchir. Mais là, on parle comme si on était dans des mondes différents. Vous êtes dans un monde de concepts allez voir réellement dans votre corps, dans votre esprit, ce que vous apporte un animal et à quelles conditions ça peut continuer. Et voilà. Et là, ça sera, on pourra parler ensemble, quoi. C'est pour ça que je dis que je ne suis pas là pour moi. Il y a des gens dans le milieu antispéciste qui ont travaillé avec les animaux. Il y a des gens dans le milieu antispéciste qui sont comme ça. Mon père était éleveur, mon grand-père était éleveur. J'en connais pas. Non, c'est pas vrai. Allez, on vous mettra pas d'accord. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau discuter et échanger pour ce débat contradictoire. Merci.